Merci beaucoup Marina, merci pour votre générosité, pour ce partage. On mesure à quel point c'est un sujet important, mais aussi le savoir que vous avez acquis. Et merci d'avoir pu vulgariser, nous en parler aussi simplement, parce qu'avec vous, on arrive à comprendre un peu, enfin on espère avoir compris quelque chose. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des scientifiques, peut-être qui souhaiteraient intervenir, compléter ou poser des questions, si vous le souhaitez. Madame Larue, directrice de Biobank. Oui, merci beaucoup. Donc, Catherine Larue, directrice de la Biobank du Luxembourg et ex-française, on va dire. En fait, ça fait 1 an et 1 jour que je suis au Luxembourg, donc c'est une journée spéciale et je suis contente de pouvoir venir à écouter ce que vous nous avez présenté, qui est touchant tout d'abord et qui reflète vraiment, je dirais, les moments d'intense euphorie dans les bons moments et dans les bons résultats et les moments aussi d'intense déprime quand on a des déboires et d'autant plus vous qui aviez les malades en face. J'ai quelques questions, je ne peux pas toutes les poser pour pouvoir laisser la parole. Une première question scientifique lors de votre premier essai entre 2000 et 2002, vous avez essayé bien sûr non seulement in vitro mais sur des modèles animaux. L'échec que vous avez vu après sur l'humain, n'auriez-vous pas le prévoir à l'avance en augmentant le nombre d'animaux traités, première question, ou en changeant de modèle animaux? Ça, c'est ma première question. La deuxième question qui est plus large serait plutôt, vous parlez de l'âge évidemment pour la thérapie génique, pour contraindre un peu les coûts, mais il y a un âge dans lequel certaines maladies se réveillent, par exemple la SLA ou maladie de Charcot. Là, c'est vraiment une question ouverte, c'est pensez-vous qu'on peut soigner par thérapie génique toutes les maladies? Voilà, c'est ma deuxième question. Et ma troisième qui serait plutôt, c'est pas une question, c'est un commentaire, c'est un espoir. J'ai la chance de connaître un ex-collègue qui a monté la fameuse transfert de technologie à Toulouse, ces fameuses SAT, qui sont faites avec des financements publics, je tiens à le dire, et qui sont vraiment des encouragements au travail entre le public et le privé. Ce qui donnera un espoir par rapport à ce que vous avez dit après en intention de bien préserver la recherche publique notamment et qu'elle ne tombe pas dans les mains des pharma. Voilà, c'est une première question. Et comment... Donc, merci beaucoup. Donc, la première question, aurions-nous pu prévoir la survenue de l'effet adverse grave chez les malades? La réponse est non. Même pas en augmentant le nombre des animaux, je me suis posé la question comme vous au moment que la leucémie s'est présentée et je suis retournée au laboratoire avec toute mon équipe. On a tout essayé pour monter un modèle animal prédictif de ce qu'on avait vérifié chez l'homme. Et comme moi, comme mon laboratoire, tous ceux comme moi ont essayé ont la même réponse. Il n'y a aucun animal qui est capable de prédire ce qu'on a observé chez l'homme. Donc, ce qui nous pose en réalité un gros souci, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincue, bon, à la limite, je vous dirais ça, heureusement pour nous qu'on a fait l'essai, parce qu'on aurait pu se dire, bon, on aurait fait 2500 souris à la place de 150, on aurait pu prévoir. Mais malheureusement, en réalité, pour les domaines de la thérapie génique, car nous avons, à dépit de ce qui nous imposent les agences de sécurité sanitaire partout en Europe, nous n'avons aucun moyen toxicologique de prédire quoi que ce soit. Donc à un moment donné, il faut choisir si nous laisser aller chez l'homme ou pas. Une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire, je ne vous dis pas qu'il faut me donner une autorisation en blanc. Une fois qu'on a fait tout le possible, il faut peut-être nous permettre d'alléger les études chez l'animal, car l'animal n'est pas l'homme et dans les questions posées par la thérapie génique, il n'est pas prédictif. Voilà. Donc, on est retourné aux essais cliniques en 2006, après avoir fait 4 ans de recherche dans tous les sens sans pouvoir avoir aucune prédiction. Et aujourd'hui, on arrive à dire qu'entre 2006 et 2014, on va dire, on n'a aucun effet adverse et que donc, dans 2 ans, on aura les suivis suffisants de tous les patients traités au moins dans le monde
pour dire que les virus qu'on a utilisés ne donnent pas des effets adverses, au moins dans les 10 ans de suivi qu'on a. Voilà, la deuxième question, je ne me rappelle déjà plus. C'était sur la maladie de Charcot, par exemple, qui se déclare parfois à 45 ou 55 ans. Est-ce que la thérapie génique est applicable à toutes les maladies géniques? Non, alors ça sûrement non. La réponse est non. Alors je ne peux pas m'exprimer pour toutes les maladies parce que les seules maladies génétiques que je connais bien, et pas bien les gènes et la physiopathologie, sont les maladies du système hématopoïétique. Donc je ne me permettrai pas de vous dire quoi que ce soit sur la maladie de Charcot. Alors la seule chose par contre que je sais, mais qu'il y a des essais aujourd'hui de thérapie génique par injection des virus dans le système nerveux central pour certaines maladies métaboliques dégénératives comme la maladie des pompes, où les virus sont injectés directement dans les neurones qui manquent d'une certaine protéine dans le système nerveux central, avec, je pense, des assez bons résultats. Voilà. Troisième question, oui, moi je suis beaucoup pour les partenariats, c'est un très beau exemple, ce que vous donnez, et merci de les donner à tout le monde. Je pense qu'il faut absolument qu'on crée de plus en plus de partenariats efficaces entre public et privé, car le public a besoin d'une injection de financement sans doute du privé dans le public, et vice-versa, je pense que l'industrie pharmaceutique est en panne d'idées et que nous avons quelques idées qu'on pourrait leur vendre. Voilà. J'avais juste une question sur le micro. Je voulais juste savoir, vous avez eu un cas de leucémie qui est revenu On a eu 4 cas de leucémie. D'accord. Donc il y a eu 4 cas de leucémie. Donc tous les enfants ont eu un retour de leucémie ou alors il y a quand même eu un petit espoir? On a eu 4 leucémies sur 10. On a traité la leucémie et on a restauré les enfants. On guérit à nouveau de la leucémie et on restauré leur système immunitaire à partir des cellules souches corrigées qui ont été, pour une raison probablement parce qu'elles étaient hors cycle, épargnées par la chimiothérapie. Donc, si je vous donne les résultats globaux, tous les 10 malades qu'on a eus, on a un seul décès par thérapie génique, qui c'est le premier cas de leucémie. Lui est vraiment décédé parce qu'on n'a pas pu traiter cette leucémie. Et autrement, on a, à part cet enfant, tous les enfants qui ont développé, soit dans l'essai français qui ont des leucémies, ont été traités et ont de nouveau restauré le système immunitaire. Donc on a aujourd'hui 95% de survie à long terme avec 85% de survie avec guérison. Si on associe, si on met tous ensemble les malades de l'essai français et les malades de l'essai de Londres. Ce qui fait aujourd'hui que la thérapie génique pour cette maladie, même avec les virus de première génération, a les mêmes résultats cliniques que la greffe des cellules souches allogéniques à partir d'un donneur géno-identique. Voilà, ça c'est la comparaison qu'on fait aujourd'hui. Alors bien évidemment, où c'est la limite de cette comparaison est que nous avons traité entre Paris et Londres une vingtaine de malades et qu'on a des résultats du registre européen des greffes allogéniques, des centaines de malades. Donc la comparaison est quand même reste à prendre avec les pincettes un tout petit peu, car il y a un biais d'interprétation dû au faible nombre de malades que nous avons traités dans l'essai thérapie génique, que nous avons, pour raisons éthiques, réservé aux enfants qui manquaient d'un donneur compatible et qui étaient dans des conditions cliniques si sévères qu'ils n'en seraient morts. Donc, vous voyez. Donc, malgré le fait qu'on a traité les malades les plus sévères, les malades sans espoir, les malades sans donneur géno-identique, les résultats obtenus sont au moins aussi bons que la greffe géno-identique. Voilà, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui.
Alors, bien entendu, les enfants ont aujourd'hui entre 14 et 16 ans, qu'on les a traités entre quelques mois et 8 mois pour les plus anciens d'entre eux. Et ils vont bien. Effectivement, il faut être un peu encore à garder un principe de précaution et attendre quelques années supplémentaires de suivi, être sûr qu'on n'a plus aucune complication. Voilà. Il y a d'autres questions? Vous osez prétendre que vous pourrez un jour arrêter le traitement? Quel traitement? Ou la surveillance. Vous dites, nous arrêterons quand nous sommes sûrs qu'il n'y aura aucune complication. Non. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une complication à 20 ans? Non, je me suis sans doute mal fait comprendre, je m'en excuse. On n'arrête jamais la surveillance d'un malade, même greffé. Le traitement est fait une seule fois et après on suit les malades, que ça marche ou ça ne marche pas. Normalement, même quand on ne fait pas des traitements innovants, mais une greffe classique, les patients sont suivis une fois par an, toute leur vie, même quand ils vont bien. Bon, quelquefois, il nous arrive qu'on les perd de vue parce qu'ils sont fatigués, ils n'ont plus envie de venir à l'hôpital. Mais ces patients de thérapie génique, que ce soit ceux de la première série ou les nouveaux qu'on a traités, on les continue à suivre avec l'intention de les suivre la durée de vie de l'individu, donc une fois par an. Pour être sûr, comme vous dites à juste titre, et je suis complètement d'accord, qu'on n'est jamais à l'abri d'une complication, même à distance de temps. C'est ça qui nous soucie, parce qu'on n'a pas, du fait qu'on n'a pas de modèles prédictifs, on n'a pas des modèles animaux qui nous laissent entrevoir la possibilité de calculer un risque. La seule possibilité de savoir si ça va bien se passer ou pas, c'est de les suivre. Oui. Et ça, c'est aussi un principe de précaution, de toute façon, qui est typique de la médecine. Il n'est pas appliqué. Tout ce que j'ai fait en thérapie génique, une fois que j'ai l'autorisation de les faire, j'applique des lois qui sont valables pour tout protocole thérapeutique innovant. Il n'y a rien de spécial. Ce qui peut perturber une assistance, c'est l'idée que j'utilise des virus, que j'introduis de nouveau des gènes, vous voyez. Mais en réalité, les règles déontologiques à lesquelles je suis soumise et je respecte pour suivre un patient, c'est celles propres de toutes ces thérapeutiques. Si je donne un médicament, je fais pareil. Vous voyez, c'est pas... Oui? Non, tout au fond. Je voulais d'abord vous remercier pour votre endurance qui semble quand même nous donner un certain espoir pour la médecine future. Et je voulais demander, vous avez parlé sur un niveau mondial, je pense maintenant pas vraiment à l'économie, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura aussi après assez de personnel pour le suivi et aussi qui sont vraiment éduqués pour faire votre thérapie telle qu'elle est en ce moment? Oui, bien sûr, parce que ce que je pense aujourd'hui, quand je suis ces malades, du fait qu'il y a beaucoup de questions à lesquelles je ne sais pas répondre, je peux les répondre au fur et à mesure que je suis les malades, parce que j'ai fait des prélèvements et j'ai fait tous les tests que je peux faire. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas exportable, parce que j'ai besoin de compétences que j'ai réunies après des années de recherche qu'à l'hôpital où je travaille. Mais si un jour j'arrivais à mettre au point un biomarqueur ou un unique test qui permet de suivre à la fois avec précision la toxicité et l'efficacité, j'exporterai un test. Aujourd'hui, effectivement, c'est une médecine que je ne peux pas exporter nulle part, même pas en France, dans une autre ville française, imaginez-vous. Je peux la faire qu'à Paris.
et exclusivement dans l'hôpital où je suis. Donc, vous voyez, c'est... Parce que j'ai fait tellement d'examens au moment qu'ils viennent en contrôle, et des examens extrêmement sophistiqués qui ne peuvent même pas être faits dans un autre hôpital de la région parisienne. Mais j'espère qu'un jour, que quelqu'un de mon équipe, pas nécessairement moi, j'ai des jeunes brillantissimes qui travaillent avec moi, sur lesquels je me pose aussi. Et donc j'espère qu'un d'entre eux arrive à trouver un seul test, très facile à faire, parce que la technologie, dès qu'elle est précise, elle est aussi très très facile à réaliser. On puisse faire un seul test pour dire oui, ça va, il va bien, il peut continuer à rester dans la nature. Non, on doit le reprendre à l'hôpital parce qu'il va développer une complication. Mais aujourd'hui, on n'est pas là, on n'est pas là même. Mais l'idée, c'est celle-là. Oui. Aujourd'hui, la complication principale reste toujours la localisation que va faire le virus lorsqu'il va transmettre le gène. Oui, les risques qu'on imagine les plus graves est que le virus se met à côté d'un gène et qui dérégule ces gènes. Mais on ne sait pas prédire, parce que de toute façon, il se met de toute façon à côté des gènes actifs. Donc, ce qu'on n'arrive pas à prédire, à part dans l'examen clinique, on n'a aucun test aujourd'hui, je n'ai aucun test pour pouvoir prédire cet enfant ou cet adulte va développer cette complication. Donc, je vais les voir tous les semaines, tous les 2 mois pour les traiter dès qu'elle arrive. Les enfants qui ont fait cette complication, malheureusement, on les avait vus un mois auparavant et ils étaient parfaitement bien. Et tous les tests biologiques étaient parfaits. Donc, les complications peuvent arriver du jour au lendemain. Les complications à lesquelles on a fait face sont arrivées du jour au lendemain. Et très agressives, oui. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, la seule raison qui nous empêche de diffuser cette technique est justement parce que j'ai besoin de les faire revenir. Parce que finalement, presque je suis... Là aujourd'hui, il n'y a que la clinique qui nous guide. On fait des tels examens de biologie moléculaire, des PCR, des séquençages. Vous ne pouvez même pas imaginer, on séquence pratiquement le génome tous les 3 mois. Pour comprendre s'il y a quelque chose qui s'emballe, et on ne trouve rien pour l'instant. Alors, ou de 2 choses, une, ou on ne trouve rien parce que dans les années qui viennent, ils ne vont rien faire, et effectivement, la technologie qu'on a mis au point est assez efficace et peu ou pas toxique, ou bien ils vont faire quand même une complication, et alors on sera bien embêté de savoir comment on pourra les suivre pour la prédire, pour dire ces malades va la faire. Il faut que vous vous imaginez qu'on séquence, pour ces enfants, on séquence au moins tous les 6 mois, entièrement tous les sites, tous les endroits où le virus s'est mis, pour essayer de voir s'il s'est mis à côté d'une séquence dangereuse. Et on ne voit rien. Donc, technologiquement, on fait chaque fois tout ce qu'on sait faire à ce moment-là, dans un hôpital particulier qui est Necker. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je vous donne le virus. Vous pouvez le faire, c'est une expérience simple. Mais ce qui est difficile, c'est ce que Madame soulignait, à juste titre, que je n'ai pas assez souligné, c'est le suivi. Toutes les leucémies, vous les avez sauvées sauf une. Sauf une, oui. Pas seulement la leucémie a été traitée, bon c'est déjà assez, vous me direz, mais les cellules génétiquement modifiées ont de nouveau, qui étaient dans l'individu, ont de nouveau donné naissance à un système immunitaire normal. Donc ils se sont comportés à l'égard de la leucémie comme des leucémies apparues moins agressives que normalement,
et la maladie a été soignée quand même. Donc, sauf si je suis contredite demain, ce qui peut m'arriver, malheureusement, j'étais assez contredite jusqu'à là, donc je suis rompue à l'échec, malheureusement. Même à l'égard des complications qu'on a eues, la technologie adoptée est supérieure à une greffe classique. Je ne peux pas vous dire plus. Mais avec deux limitations, deux biais majeurs d'interprétation qui est représenté un par le nombre limité de malades qu'on a traités et leur cours suivi. Parce qu'au maximum, c'est 14 ans. Si vous considérez qu'un individu vit jusqu'à 75 à Luxembourg et à Paris et qu'éthiquement, en tant que médecin, je dois garantir l'intégrité de cet individu jusqu'à sa mort, je ne pourrais pas vous répondre de façon définitive jusqu'à ces enfants-là n'auront pas 80 ans. Mais je ne serai plus là. Pardon de reprendre la parole, peut-être ouvrir sur un débat un peu plus large en vous demandant ce que vous conseilleriez à des jeunes parents sur la mise en congélation de cellules souches provenant du cordon ombilical de leur enfant, première question. Et deuxième, c'est plus large, hein, au-delà de la pathologie dont vous vous occupez, et peut-être aussi un petit clin d'œil sur le 23andMe et savoir ce que vous pensez du séquençage à bâton rompu, de séquençage humain et des conséquences quand vous lisez le retour. C'est votre propre séquençage. Oui, ça c'est important. Donc effectivement, c'est un vrai problème la conservation du sang du cordon. Si dans la famille, il n'y a aucune maladie génétique bien décrite, il n'y a aucune raison pour conserver le sang du cordon dans un couple de parents normaux qui ont donné naissance à un enfant normal. C'est vraiment de la mauvaise utilisation des sous publics ou privés, selon si c'est une banque publique ou privée, celle de penser de congeler les sang du cordon. Par contre, moi-même, j'essaie de faire une politique en France, mais avec beaucoup de difficultés à convaincre les opérateurs, car mon idée est de cryopréserver tous les sangs du cordon des mères drépanocytaires avec déjà un enfant atteint. Parce que les mères avec drépanocytose, c'est un vrai problème de santé publique. J'ai construit un centre de référence de la drépanocytose pour les femmes enceintes. Il faut penser qu'en France, on meurt encore pendant la grossesse de cette maladie. D'accord ? 2% de mortalité materne-infantile. Hein? C'est pas rien, hein? C'est énorme. Donc, mon idée est de conserver les sangs du cordon dans les familles atteintes. Avec, si c'est un sang du cordon sain, il va enrichir les registres pour les ethnies minoritaires. Parce qu'on a un gros problème, les ethnies minoritaires ne sont pas représentées dans les fichiers internationaux. Si les sangs du cordon est atteint, ça veut dire que l'enfant va être drépanocytaire parce que ces familles-là, certaines ethnies refusent les conseils génétiques. Même si on peut débattre du fait qu'il serait plus intéressant qu'on éduque à ces populations à un conseil génétique. Si le sang du cordon est atteint, l'idée que j'ai, il faut tous les cryopréserver parce que je suis intimement convaincue qu'un jour, on pourra faire d'emblée la thérapie génique. Donc, on conserve les sangs du cordon, on fait les diagnostics. Le sang du cordon est atteint de drépanocytose, on traite les sangs du cordon et on fait la greffe dans la foulée et on n'attend pas qu'ils aient les complications de la maladie. Mais bon, j'ai un peu du mal déjà localement à convaincre mes collègues que c'est ça, que c'est la voie du futur. Alors, vous imaginez les malades. La deuxième question. Que pensez-vous de 23andMe, le séquençage pour quelques centaines d'euros? Je ne vois pas l'intérêt, moi. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt.
des centaines d'euros jetés par la fenêtre, je ne vois pas l'intérêt. Même si vous découvrez, moi, je ne voudrais pas savoir si j'ai une... on a tous des mutations, donc je vais faire mon génome à part entier, je vais trouver une mutation des BRCA et je vais faire un cancer du sein. Bon, moi, je ne m'intéresse pas, je vais vivre tranquillement maintenant. Imaginez que je suis un individu sain et quand je tomberai malade, ben, je tomberai malade. Je me l'occuperai à ce moment-là comme tout le monde, non? Je ne vois pas l'intérêt, sauf pour des familles à risque, oui, parce que nous, on a quand même... mais bon, à mon avis, honnêtement, il y a énormément à faire dans les maladies génétiques, dans la prévention, plus que dans le traitement. J'ai fait le traitement parce que je m'occupe des malades, gravement malades. Mais vraiment, mon message serait, occupons-nous de la prévention des maladies génétiques. Ça serait un cheval de bataille beaucoup plus payant à long terme. Il y avait quelqu'un qui, entre-temps... Je veux juste savoir, est-ce que la thérapie génique trouvera son application dans le traitement du cancer? Ah, elle est déjà rentrée. Elle est déjà rentrée à plein pied dans le traitement du cancer avec des super résultats. Cette fois-ci aux États-Unis, où l'équipe de Philadelphie qui a fait l'essai clinique a armé des globules blancs avec un récepteur capable de reconnaître la cellule malade, la cellule cancéreuse malade, et la tuer, avec des très très bons résultats. Moi, je ne m'en occupe pas du tout, mais ça marche, oui. Si, c'est des cancers spécifiques, c'est des leucémies, et c'est des leucémies à cellule B. Si vous, voilà. Pour l'instant, elle a fait clairement sa démonstration d'efficacité pour un groupe bien particulier des leucémies B. Bon, si on a commencé par là, c'est parce que aussi c'était des leucémies à très mauvais pronostic. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, justement, où la thérapie génique donc, a donné des résultats? Oui, à mon avis, clairement qui a déjà donné des résultats, c'est tout ce qui est les problèmes de rétine, donc des visions. La cécité va être un gros domaine d'application, la cécité congénitale. À mon avis, il va y avoir des énormes progrès pour ce que je sais dans toutes les maladies du système nerveux central dégénératives, donc Alzheimer, Parkinson et tout ça, il va faire des énormes progrès. Il y a des progrès, à mon avis, évidents pour tout ce qui est ces maladies de la coagulation, donc hémophilie. Ça, c'est pour ce cancer sûrement. Ça, c'est servi comme modèle, mais une fois que vous avez un modèle, les premiers essais cliniques qui donnent de bons résultats, en réalité, a choisi un contexte particulier parce que c'est le plus simple, mais si ça donne de bons résultats, après les gens ont toujours l'idée de l'appliquer avec des variations d'autres modèles de cancer, par exemple. Oui, je pense que dans les dernières 10 ans, la thérapie génique a fait vraiment des avancées très importantes. Vous avez une idée du nombre de patients aujourd'hui concernés, enfin à l'essai, dans le monde? Tout essai thérapie génique? Oui. Non, mais c'est des centaines d'essais. Oui. Oui. Oui, Marina. Je trouve que tu as très très bien expliqué en quoi aujourd'hui un patient avec une maladie hématopoïétique, un très jeune enfant, peut bénéficier de la thérapie génique d'une manière finalement relativement plus confortable pour lui que s'il avait à faire ce parcours horrible du combattant qu'est la greffe de moelle. Et tu as parlé à la fin de ton exposé des perspectives de coût, des perspectives économiques pour la société. Et puis en répondant aux questions, tu nous parles de la lourdeur du suivi pour le laboratoire de ces patients
qui sont suivis après thérapie génique. Et donc, j'aimerais que tu nous dises quelle est ton appréciation par rapport à l'évolution que tu vois et et quel message tu peux en donner pour les décideurs. Car en réalité, ce qui se passe, c'est que tu as dans tes mains aujourd'hui un outil qui permet de manière relativement confortable d'aider le patient avec un séjour hospitalier plus court, des coûts directs en santé plus courts, mais un coût de suivi extrêmement lourd. Et de l'autre côté, tu as des patients suivis par traitement conventionnel, la greffe de moelle, qui sont soumis à un régime très très lourd, qui est très coûteux durant la première année de vie, et dont le suivi est moins coûteux, même s'il dure toute la vie également. Et donc, quel est le tipping point? À partir de quand vois-tu que le traitement par thérapie génique va finalement prendre le pas par rapport au traitement conventionnel? À part que je voudrais juste, avant de te répondre directement, non, mieux, je te réponds directement d'abord. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'il nous faut encore 2 ans de suivi lourd pour ce groupe de patients qu'on est en train de traiter, qu'on a traité depuis 2000 finalement, pour savoir s'il y a d'autres effets toxiques. S'il n'y a pas, par rapport au premier essai où on a eu à Paris, à Londres, 5 leucémies, la différence devient statistiquement significative. À ce moment-là, de 2 ans, on peut réduire les suivis biologiques. Parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Ça veut dire que, bon, on peut s'imaginer le maximum de la sophistication, mais de toute façon, il n'y a rien qui se passe et que la clinique nous fera suivre les patients comme on suit les patients greffés. Les coûts d'un malade greffé est très très lourd. Hein? Tu es bien placé pour savoir et pour ton expérience de pédiatre en équerre que quand il y a un malade qui fait une GVH chronique, qui fait de l'auto-immunité après greffe, on peut avoir des malades greffés qui restent qui en réalité viennent à l'hôpital pour des soins, pour une morbidité causée par la greffe, pratiquement toute leur vie, en temps assez long. Donc, moi je dirais où je me dis que pour donner un peu un coup augmenter la vitesse d'inclusion des malades, j'attends encore 2-3 ans. Après, je peux dire, bon, ils ne font pas les 25 malades qu'on a fait, n'ont pas fait des leucémies, les 30, les 40, je ne sais pas combien on a fait. Donc, il faut y aller parce que de toute façon, les coûts pour la famille et pour l'hôpital est décidément beaucoup, beaucoup moins cher. Ce n'est pas comparable du tout en termes de imagerie médicale, biologique est demandée, nursing de ces malades. Un malade greffé qui fait plein de complications a besoin d'une infirmière tous les 24 heures. Un malade de thérapie génique a besoin d'un suivi presque conventionnel. Pour moi, la thérapie génique, dans quelques années, si on résout les problèmes de conditionnement, peut devenir une technique d'ambulatoire, d'hôpital de jour. Que tu vas Un bébé bulle est dès sa naissance extrêmement vulnérable aux infections. Combien de temps est-ce qu'il faut pour préparer les autogreffes? Ah, très peu. Aujourd'hui, 3 jours. On a les temps avec les nouveaux virus qu'on a préparés. On prélève type lundi matin la moelle osseuse de ces bébés et on le réinjecte au plus tard jeudi matin. Même pour une greffe compliquée dont on a parlé avant, les temps sont beaucoup plus longs. Une thérapie génique, je peux les faire à un moment que le malade est extrêmement malade, même en réanimation. La greffe, non.
c'est deux traitements qui n'ont vraiment rien à voir l'un dans l'autre. Parce que justement, comme vous dites à juste titre, il s'agit d'une autogreffe, donc les malades est absolument réceptive à ses propres cellules corrigées. Est-ce qu'il y a une université qui est plus spécialisée dans ces questions-là, l'enseignement de thérapie? Est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qu'il y a faire telle spécialisation dans telle université, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs? Pour faire mon métier? Oui. Je ne sais pas, ça s'apprend sous l'État, moi je pense, on ne sait pas. Si, il y a des masters qu'on peut faire, il y a une école doctorale de biothérapie, il y a deux à Paris, une à l'hôpital Saint-Louis, une à Paris Descartes de biothérapie. Mais je ne sais pas, moi je pense que tout ça, ça s'apprend au laboratoire plus que sur les bancs d'école, parce qu'il faut intégrer tellement de notions que... Bon, c'est bien avoir un cursus de biothérapie de base, mais il n'y a pas un cursus thérapie génique, quoi. La thérapie génique, ça s'apprend vivant avec les malades, dans des campus spécialisés. Mais plus généralement, est-ce que vous pensez que lorsque l'innovation va vite, comme ça, est-ce que vous pensez que l'enseignement à l'université est adapté? Est-ce que les enseignants arrivent à suivre les évolutions? Ah non, pas du tout. Alors, non, alors là, pas du tout. Des fois, je rencontre moins de difficultés à expliquer ce que j'ai fait à un public tout venant comme vous, qu'il y a des collègues à l'hôpital qui sont complètement bornés dans leur spécialité, qui ils ne veulent rien savoir d'autre chose de ce qu'ils font. Non, non. Non, ce n'est pas du tout adapté à ma... Mais bon, ça viendra. Ça, c'est pas grave. Pour l'instant, je les forme sous l'état. C'est ce que je préfère. J'aime pas, moi, les amphis. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non. Je me suis trompée. Là-bas, alors. Toujours toi. J'ai encore une question très courte, Marina. Celle-ci très courte. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton parcours en tant que femme dans ton univers professionnel? Je vois qu'il y a des jeunes femmes parmi nous et je pense que tu as peut-être quelque chose à partager. Oui, alors sans rentrer dans les détails des goulots d'étranglement que j'ai trouvé dans mon parcours, que c'était quand même assez remarquable. Moi, je pense que bon, les deux conseils comme ça qui me viennent à l'esprit, c'est qu'il faut oser. Il faut oser, si on a une idée, si on a quelque chose à démontrer, si on a une passion pour son propre travail, il faut oser et pas se faire arrêter par personne. Personne, ni votre mari, ni votre collègue de travail, surtout pas par votre collègue de travail. Bon, mais les maris commencent à comprendre, donc c'est pas trop le problème, mais les collègues au travail peuvent être infernaux, donc il ne faut pas se laisser arrêter par personne, il faut oser. Il ne faut pas être inhibé, c'est auto-inhibé. L'inhibition, heureusement, moi, je dis toujours, on ne m'a pas fait cette case-là, donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'inhibition, ni au travail, ni pas au travail. Ça peut aussi vous jouer des tours pas sympathiques, hein, l'absence complète de freins inhibiteurs. Et après, il faut avoir beaucoup de confiance en soi, dans le sens que les garçons qui sont à côté, les messieurs qui sont à côté, n'est pas plus ou moins doté que vous, et qu'il n'y a pas raison que si lui arrive, vous n'arrivez pas. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup, à parité de formation, à parité de nombre dans les bancs d'école, à parité d'accès aux formations spécialistes, aux écoles, aux grandes écoles, hein. C'est vrai qu'il y a des freins sur la sous-représentation des femmes dans les organes décisionnels. C'est là où il y a les blocages. Je pense qu'il faut imposer dans les comités consultatifs locaux et dans les commissions universitaires où les femmes sont nommées, qu'il y a une égale représentation des femmes et d'hommes et que
il y a une obligation à l'université à augmenter par année le nombre de femmes agrégées. Une obligation. Peine de réduire le nombre de profs de cette faculté. Quand je dis ça, les présidents des universités de Paris ont hurlé, mais je laissais faire. De toute façon, il est clair que du fait qu'on est une société, comme pour tout, on a besoin de lois. Pour accélérer, ça va venir avec l'éducation, avec les nouveaux enseignements, avec les changements de programme d'école, ça va venir, mais ça va venir, on va attendre encore un demi-siècle. La crise économique va freiner l'arrivée sur le marché des femmes non inhibées qui osent s'affirmer. La crise économique va être à défaveur des femmes avec les temps partiels et les sous-emplois. Donc, il faut trouver des moyens constructeurs pour accélérer la chose. La seule façon, la peine en sous, la France a bien démontré que ça ne sert à rien. On peut demander aux partis de respecter la parité, aux industriels, ils préfèrent encore payer l'amende que respecter la parité. Donc ça ne suffit pas. Donc on ne va pas demander au président de l'université de payer une amende, ça ne servira à rien. Ils vont payer l'amende et puis au revoir. Mais si on leur dit, bon écoutez, dans la commission des effectifs de l'année prochaine, il faut que vous avez au moins une femme agrégée, autrement on vous supprime un poste de prof, tu vas voir qu'ils vont la trouver. Si on va dire il faut qu'au CNU, que c'est les instances universitaires qui nomment les professeurs agrégés, il y a autant de femmes qui nomment, autrement votre CNU sera nommé directement par le gouvernement, tu vas voir qu'ils vont trouver, qu'ils vont se débrouiller à trouver des femmes aussi capables qu'eux. Donc, malheureusement, le système est comme ça, mais c'est la société comme ça. Il y a des lois et il y a des pénalités si on ne respecte pas la loi. Pourquoi pas des lois qui imposent une accélération du quota rose dans les instances décisionnelles? Mais il ne faut pas y aller avec des punitions petites, il faut y aller avec des grosses punitions, parce qu'autrement, personne ne va respecter. Et ils vont encore se moquer de la loi, et voilà. Et tu vois, par exemple, on m'a posé, juste j'ai fini sur un commentaire, on est arrivé à me poser même la question, je vous passe mes problèmes, c'est que mon agrégation a été, heureusement qu'au moment que j'ai candidaté pour l'agrégation, mon travail sur la thérapie génique est sorti en même temps. Autrement, je peux t'assurer que jamais de la vie j'aurais été nommée, c'est évident. Mais là, ils ne pouvaient pas faire autrement, c'était comme, tu vois. Je me suis tranquillement égarée. Non, je voulais dire un autre truc plus important que ça. Oui. Vous êtes monté dans la hiérarchie, donc vous avez réussi à arriver en tant que chef d'une équipe de chercheurs. Mais est-ce que vous pensez que vous pourrez monter encore plus dans la hiérarchie, ou est-ce que vous sentez le plafond de verre, justement, parce que vous parliez de la société, mais est-ce qu'à votre niveau, est-ce que vous pensez pouvoir monter encore plus, ou vous sentez vraiment un peu oppressé vers le bas à cause de la présence masculine Monter encore plus, c'est faire plus de travail administratif. Oui, il y a un peu de ça. Alors, c'est vrai que ce que j'aimerais, c'est avoir plus de moyens, arriver à ce que j'ai en train. Ça ne m'intéresse pas de devenir directeur d'un institut. Ce que je voudrais, c'est que ma réflexion stratégique et médicale soit prise en compte par les autorités. Donc, vous voyez, je ne me mets pas dans le même niveau des ambitions que vous m'avez collé. Vous voyez ça. Ce que j'aimerais, qu'il y ait de faire bouger les institutions vers une autre approche de la prise en charge du malade. Et qu'ils arrivent à protéger les inventions françaises publiques de façon importante.
ce n'est pas mon ambition, ce n'est pas la prise du pouvoir pour la prise du pouvoir. Justement, comme cette dame dit à juste titre, ça va m'amener que une charge administrative supplémentaire dont je ne sais pas quoi faire, quoi. Je n'ai assez comme ça. Mais vous voyez, ça dépend de quels objectifs. Là, mon objectif, c'est intéresser à ce que j'ai fait, maintenant que je sais à peu près que ça marche, la réflexion du ministère de la Santé sur la prise en charge des malades. Déjà, en Ile-de-France, je me contenterai, j'aimerais que ce soit une politique nationale. Voilà. Mais les plafonds de verre, est-ce que je sens les plafonds de verre à l'hôpital? Oui, j'aimerais toujours avoir plus de moyens, mais j'aimerais avoir beaucoup de moyens, mais de toute façon, personne ne vient vous donner les moyens si vous ne les demandez pas, quoi. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Moi, j'aurais juste une dernière question. Je sais que vous êtes fatigué, j'abuse peut-être un peu, mais est-ce que la France protège bien sa recherche en fait? Non. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en deux mots? Non, je pense que les institutions, mais je ne pense pas que c'est un problème, ça doit être comme ça partout en Europe, parce qu'on n'a pas la tradition américaine, ce n'est pas spécifique à l'Europe. Je pense qu'on n'a pas les institutions publiques, que ce soit les gros organismes de recherche ou l'assistance publique hôpitaux de Paris, n'est pas capable de raisonner à l'américaine en termes de valorisation. Et puis, il n'y a pas une réflexion qui est assez politique à long terme, mais à court terme. Mais je pense que le gros problème, c'est la valorisation. Avoir des gens assez compétents qui puissent distinguer une recherche qui va avoir une grosse valeur ajoutée par la recherche qui ne va pas l'avoir. Et qui sache protéger les inventeurs en temps réel. Et ça, je pense que c'est le gros défaut. Mais pour une fois, je dirais que ce n'est pas un défaut français, c'est un défaut d'éducation européenne en général, du vieux continent, par rapport au nouveau continent qui n'est de rien et où il n'y a pas une culture de l'institution publique telle qu'elle est vécue dans nos latitudes. Est-ce que je suis assez claire? Oui, merci. Et juste une chose aussi, c'est qu'on parle de la fuite des cerveaux. Sans trahir de secret, est-ce que c'est vrai que quand on atteint votre niveau donc, de compétences et de notoriété, on n'est pas sollicité justement par les États étrangers? Oui, moi, je viens d'avoir récemment des sollicitations pour les États-Unis, mais ça m'intéresse absolument pas du tout, je veux dire. Parce que quand on choisit de travailler dans un pays, il n'y a pas que le travail, je veux dire, il y a la politique, la sécurité sociale, ce que ces pays offrent à tous ces citoyens de façon égalitaire. Bon, on peut toujours protester, hein, si vous voulez, je proteste un coup, mais je veux dire, quand on décide de changer de pays, on décide aussi de vivre dans ces pays par entier, donc prendre les bons côtés, les mauvais côtés. Moi, dans mon point de vue, mais il ne concerne que moi, c'est des choix individuels, je trouve qu'en Europe, et plus largement, et plus précisément en France, c'est où j'ai choisi de vivre encore dans le futur proche, on peut toujours changer d'avis. Je trouve plus de qualité que de défaut, ce qui veut dire que je vais rester, pas partir. La fugue des cerveaux, c'est peut-être quelque chose qui peut intéresser, la fuite des cerveaux, c'est peut-être quelque chose qui peut intéresser les jeunes qui ne fuient pas, qui cherchent de se confronter avec d'autres systèmes. Choisir, après mon expérience professionnelle, d'aller ailleurs, je trouve que ça serait un gaspillage. Bon, on vous remercie beaucoup. Je crois que tout le monde a été assez compris. Merci beaucoup.